Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. C'est Thomas de Richebourg, le président de Richebourg Environnement, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour creuser les enjeux de collecte et de recyclage de nos déchets. Mais d'abord, je reçois Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, devenu responsable de l'impact chez Sweep. L'entreprise lance un indice pour mesurer la contribution des entreprises à la neutralité carbone mondiale. On retrouvera la chronique Transitions urbaines avec Alexandre Hervaux, le responsable éditorial de 100 Transitions, découvrira ce que la ville de Strasbourg apporte à l'entreprise Arkeal et ses installations de micro-méthanisation. Et puis dans notre rubrique Start-up et Innovation, vous découvrirez PEP, Psy, qui accompagne les entreprises sur les enjeux de santé mentale au travail. Voilà pour les titres, c'est parti pour une heure de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Julien de Normandie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Ancien ministre, évidemment, de l'Agriculture, devenu l'un des dirigeants de Sweep il y a 3 ans. Vous êtes déjà venu dans l'émission, mais on va rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sweep ce qu'est le rôle, la mission de l'entreprise. On est une entreprise à mission dont l'objectif est d'accompagner les entreprises à réduire leurs empreintes environnementales. On est ce qu'on appelle une ESG Data Management Platform. Ça veut dire quoi ? Vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se dotent d'outils pour piloter la gestion financière de l'entreprise. Ouais. C'est une évidence. Et jusqu'à présent, les entreprises se dotaient peu d'outils pour piloter la gestion extra-financière de l'entreprise. Et Sweep a développé un tel outil. Et aujourd'hui, on a près de 400 clients qui utilisent notre solution pour faire en sorte que la donnée extra-financière puisse être collectée, pilotée, qu'on puisse s'en servir pour réduire les impacts environnementaux de l'entreprise et même plus, qu'on puisse créer de la valeur à travers ces données extra-financières. Oui. Ça, c'est très important. Oui, c'est très important parce que l'un des leviers de la croissance d'une entreprise comme la vôtre, évidemment, c'est aussi la réglementation européenne, la réglementation sur le bilan extra-financier, qui est plutôt en train de subir un coup de frein au niveau européen. Est-ce que quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit « Oula !» on va forcément, nous, en souffrir aussi. Non, je me suis surtout dit, c'est une très mauvaise nouvelle pour le climat, pour l'environnement. On parle là d'une réglementation comme la CSRD. Cette réglementation, la réalité, c'est que, oui, il y a eu des ralentissements, mais enfin, elle existe, va quand même s'appliquer. Elle existe toujours, elle va quand même s'appliquer, elle va concerner beaucoup d'entreprises en France et en Europe. Et grâce à Sweep, on a coutume de dire, on est là pour vous rendre la réglementation utile et même heureuse. Parce que derrière tout ce qu'on dit sur le calvaire de ces réglementations, eh bien aujourd'hui, il y a des solutions comme la nôtre qui permettent de la rendre utilisable facilement. Il fallait la simplifier, on ne va pas y passer 2 heures, mais oui, elle était trop compliquée, cette CSRD. Il fallait la simplifier, et c'est tout le travail que fait l'Europe en ce moment, et une instance qui s'appelle l'EFRAG. Donc oui, il fallait la simplifier, mais à la fin des fins, il restera quand même des centaines d'indicateurs à renseigner, et grâce à une data management platform, on peut le faire. Mais surtout, moi je pense qu'il y a une vision politique derrière tout ça. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, l'Europe veut faire de l'extra-financier une source de compétitivité ? Est-ce que l'Europe se dit, en fait, nous, la seule source de compétitivité, c'est la compétitivité coût, donc uniquement le financier. Ou à l'ancienne, en quelque sorte. À l'ancienne, dans un monde où on voit bien que les Américains tirent, grâce au gaz de schiste ou autres sources d'énergie, les coûts vers le bas, et que de l'autre côté, en Asie, on a encore des différences sociales sur notamment les salaires qui sont telles que la compétitivité coût ne peut pas être le seul avenir de l'Europe. Il faut l'améliorer, mais ça ne peut pas être le seul avenir. Il faut aussi qu'il y ait une compétitivité dite de la valeur, c'est-à-dire l'extra-financier. Comment moi, entreprise, j'arrive à montrer que je crée de la valeur parce que je protège l'environnement, je protège mon capital humain et j'améliore pour être contributive à la lutte contre le changement climatique, par exemple. Vous êtes en train de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour créer un indice mesurant la contribution des entreprises à la neutralité carbone mondiale. C'est un partenariat avec Mirova. Alors, on va essayer de ne pas être trop technique, mais pourquoi ça vous semble être un levier encore
encore importante. Parce que la vision derrière tout ça, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vraiment je le salue, qui ont pris des objectifs dits de net zéro, c'est-à-dire on va prendre un objectif de réduire nos émissions ou nos empreintes environnementales pour atteindre cet objectif initialement de l'accord de Paris de limiter les gaz à effet de serre et donc le changement climatique. Mais vous avez aussi des entreprises qui peuvent contribuer à cette atteinte des objectifs de lutte contre le changement climatique. Une entreprise, elle a 2 choses qu'elle peut faire, même 3. Elle peut se dire, je réduis mes émissions. Elle peut se dire, je finance de la capture du carbone dans le sol pour compenser, la fameuse compensation. Mais une entreprise, elle peut aussi contribuer par ce qu'elle produit ou contribuer en investissant dans des entreprises qui elles-mêmes produisent des solutions permettant à d'autres de réduire. Si moi, je suis une entreprise qui vous permet à vous, autre entreprise, parce que vous allez utiliser mon matériel, de réduire vos propres émissions, je contribue positivement. La réalité, c'est que moi, j'ai tout intérêt à croître beaucoup, donc même à augmenter mes émissions, parce que de ce fait, je vais vous permettre à vous de réduire et à d'autres, et donc au final, ma contribution sera positive pour l'atteinte. C'est une autre façon de valoriser cet extra-financier dont on parle. Et en fait, c'est remettre du sens. Vous voyez, aujourd'hui, on a des débats que je comprends sur la croissance, la décroissance, sur faut-il capter ou pas capter. Moi, je pense que la bonne chose, c'est de se dire, est-ce que on contribue positivement à la protection et à l'atteinte de ces objectifs? Dans quel cas, il faut absolument soutenir au maximum et continuer à croître, même si moi, j'aimais plus. Vous voyez la logique, versus de simplement être dans un débat binaire. Et donc, c'est tout le travail méthodologique qu'on est en train de faire qui est très intéressant. Et derrière tout ça, il y a évidemment le lien avec la donnée. Pour que moi, je puisse dire, oui, je contribue positivement, voilà mes efforts, voilà ce que je fais, voilà ce que je vais vous permettre de faire. Il faut pouvoir le calculer. Il faut pouvoir le calculer. Et donc, on en revient toujours aujourd'hui. Le secteur de la sustainability, comme on dit, du développement durable, il faut absolument qu'il soit associé à la donnée. Il faut absolument pouvoir monitorer cet extra-financier pour lui donner de la valeur. Et alors justement, vous allez annoncer dans quelques jours des progrès, ou en tout cas une volonté d'utiliser, de mettre l'intelligence artificielle au service de cet objectif. Exactement. Aujourd'hui, on le voit, donc on a, nous, plus de 400 clients en France, en Europe, aux États-Unis, et on a la capacité de gérer des centaines de millions de données par entreprise. Et on voit bien que la donnée extra-financière, certains se disent c'est compliqué parce que c'est moins normé que la donnée financière et que ça englobe toute ma chaîne de valeur. Le fameux Scope 3, il faut aller chercher la donnée, il faut faire des calculs pour transformer des euros en tonnes de CO2 ou en kilowattheure. Comment je peux faire ça? En fait, on a investi chez Sweep massivement dans l'IA pour pouvoir rendre la vie facile aux entreprises sans perdre de la qualité et même de l'auditabilité de ces données. Et donc ça, c'est des annonces qu'on va faire la semaine prochaine lors d'un grand événement qu'on organise qui s'appelle le Climate Compass pour montrer comment l'intelligence artificielle va aujourd'hui aider l'ensemble de nos clients d'aujourd'hui et de demain. Et donc ça veut dire que ce sont des solutions qui sont déjà opérationnelles et que vous allez proposer à vos clients, ou alors sur lesquelles il faut encore travailler pour les deux, j'imagine. C'est en perpétuelle évolution, mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On a plein d'entreprises qui nous disent « Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir cette vision extra-financière très précise, mais j'ai du mal à aller collecter mes données, c'est parfois trop compliqué. » Comment nous, avec l'intelligence artificielle, on arrive à aider. J'ai envie de pouvoir avoir précisément mon impact, mais il y a des règles de calcul qui parfois me semblent trop complexes. Avec l'IA, on y arrive, etc. etc. Notre objectif, en tant qu'entreprise à mission, c'est de permettre aux entreprises de piloter cet extra-financier, à la fin de faire le reporting, donc la CSRD ou toute autre réglementation, et de faire en sorte que tout ça, ça soit utile pour le climat, pour la valeur des entreprises. Est-ce que c'est plus facile, je vais poser la question autrement, est-ce que sur le carbone, les métriques, enfin c'est peut-être assez simple de calculer, sur la biodiversité, sur les objectifs de biodiversité, est-ce que c'est aussi simple? Non, c'est plus compliqué, vous avez raison. Je vous prends un exemple, parce que moi c'est à titre personnel une passion, le sol. Je pense que le sol est le personnage de nos sociétés beaucoup trop oublié. 59% de la diversité, de la biodiversité terrestre se trouve dans le sol. La réalité, c'est qu'il y a des modèles qui vous permettent d'appréhender la qualité du sol. Mais enfin, un sol ici et un sol à 100 mètres
du premier peut être très différent en fonction des pratiques qu'on lui a fait, en fonction de son historique, etc. Donc oui, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas progresser, mais oui, vous avez raison, il y a des sujets qui sont plus ou moins complexes, et notre rôle, nous, c'est d'absorber au maximum cette complexité pour qu'encore une fois, si on veut créer de la valeur pour les entreprises qui se disent « je vais contribuer positivement à la protection de l'environnement », il faut absolument qu'on arrive à rendre concrète et à mettre en exergue cette valeur. Et c'est ça qu'on fait chez Sweep. Ouais. Vous allez ouvrir un bureau aux États-Unis. Exactement. Vous l'avez ouvert, vous allez l'ouvrir? On l'annonce cette semaine. Donc on ouvre un bureau aux États-Unis qui était déjà un pays où un client important, mais on a là-bas une très forte traction. Et ce qui en dit long aussi, parce que vous avez c'était la question que j'allais vous poser, parce que dans un pays dirigé par un Donald Trump qui surfe sur le climato-complotisme ou le climato-scepticisme, il y a encore, évidemment, heureusement, des entreprises qui poursuivent l'objectif qui est le vôtre. Mais en fait, ça en dit long. Et avec les équipes de Sweep, donc aujourd'hui on est à peu près 200, notamment Rachel Delacour, qui CEO et cofondatrice, on a remarqué ces derniers mois que oui, d'un côté il y a le débat politique, mais de l'autre côté, il y a la réalité de ce que demandent les entreprises. Et les entreprises, y compris américaines, elles se disent deux choses. D'abord, le sens de l'histoire, c'est quand même que l'environnement soit demain une partie de la valeur des entreprises. Parce qu'on peut y créer de la valeur, mais aussi parce que c'est une question de pérennité de l'entreprise. Et ça, on a fait des études très concrètes qui montrent ce sujet de pérennité, cette question du long terme, très complexe dans le monde capitalistique tel qu'on le connaît, mais réel. Et le deuxième élément, et j'en reviens à votre question sur la CSRD, c'est que les Américains, ils voient l'Europe comme un marché, et la CSRD, elle a une particularité, c'est qu'elle est extraterritoriale. Et donc, beaucoup de nos amis américains, entreprises, se disent, moi, j'ai besoin d'aller en Europe, parce que c'est un marché, mais j'ai besoin à un moment donné de me conformer à leurs règles. Et là, on voit la puissance. Vous savez, on parle de toutes les négociations commerciales avec les États-Unis. L'Europe doit assumer l'extraterritorialité de ces normes environnementales. Ce sera plus juste pour nous, Européens, et incroyablement impactant. Mais quand vous voyez le bras de fer que Donald Trump est en train de mener sur les GAFAM, sur les textes européens qui ont été votés pour réglementer notamment l'activité des géants d'Internet, vous ne craignez pas qu'ils puissent faire la même chose contre la CSRD parce qu'elle va, j'en sais rien, freiner des grandes entreprises américaines qui sont moins avancées que les entreprises européennes? Mais en fait, il ne faut pas le craindre. Je veux dire, le commerce est une question de négociation et de rapport de force. Et parfois, en politique, c'est aussi la chose. Singulièrement quand vous avez un chef d'État, en l'occurrence M. Trump, qui vit la politique comme un sujet transactionnel tel que le commerce. Donc, est-ce qu'il faut le craindre? Non. Est-ce que ça peut être dur? Oui. Est-ce qu'il faut abandonner? Absolument pas. De toutes les manières, moi je le redis, si l'Europe pense que son avenir ne repose que sur la compétitivité coût, qu'est-ce qui va se passer? Une désindustrialisation rampante de l'ensemble du système industriel européen. Si demain l'Europe se dit le sens de l'histoire, c'est de faire en sorte qu'il y ait la compétitivité coût plus la compétitivité valeur, et qu'aujourd'hui on a la possibilité de mettre en exergue cette valeur, alors, grâce à des réglementations extraterritoriales, on peut avancer vite. Merci beaucoup Julien de Normandie, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Transitions urbaines. Transitions urbaines, c'est notre rubrique consacrée aux enjeux des élections municipales de mars prochain. Une ville et une entreprise emblématique pour découvrir des innovations à impact positif. Rubrique co-animée par Alexandre Herveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir, responsable éditorial de 100 Transitions. Et notre invitée, c'est Hélène Mastin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Arkeal, basée à Strasbourg. On va donc parler beaucoup de la ville de Strasbourg. Jeune entreprise, société à mission qui développe la biocapsule. C'est une unité de micro-méthanisation locale. Alors déjà, on va parler de vous un peu. Vous êtes ingénieur biochimiste, formé à Strasbourg, à l'université de Strasbourg. Pourquoi vous avez rejoint l'aventure Arkeal? Racontez-nous. Alors moi, j'ai rejoint l'aventure Arkeal en 2021 avec donc mon associé Clément qui était seul à la base. Donc moi, je l'ai rejoint parce que le projet, il me parlait tout simplement. C'est un projet à impact environnemental avec une dimension sociale en plus. Et ça faisait juste
complètement sens, moi, de par mes études, de travailler sur la valorisation de la biomasse. Et lui qui avait déjà travaillé justement dans l'industrie de l'énergie, mais qui voulait mettre ses compétences au service d'un projet local et moins au service de grosses sociétés où il ne voyait pas l'impact de son travail. Alors, on a parlé de la biocapsule, Thomas a cité ce nom-là. Il faut s'imaginer une unité que vos partenaires, collectivités ou exploitants agricoles peuvent installer sur leur terrain. Concrètement, en quoi ça consiste? On a parlé de déchets et quelles en sont les conséquences concrètes, notamment en matière de production d'énergie? Oui, alors vous l'avez dit, hein, c'est une petite infrastructure. Donc il faut imaginer 2 conteneurs maritimes côte à côte. Clairement, ça se présente sous un puzzle. Donc c'est une brique par spécialité. On a un conteneur pour faire le tri des biodéchets, un conteneur pour faire la gestion de la matière sortante. Tout ça, ça prend entre 40 et 80 mètres carrés. Et donc, on vient simplement intégrer la matière organique, donc que sont les biodéchets, et va en ressortir du biogaz 25 jours plus tard. Et le biogaz qui peut être utilisé comme carburant, comme source de chaleur ou comme source d'électricité. Donc ça dépend aussi des besoins du client chez qui on travaille. Vous avez cité collectivité, exploitation maraîchère. Il y a aussi tout ce qui est PME, grosse PME, et en fait toute industrie qui a besoin de gaz et qui veut gagner en autonomie énergétique. Bien sûr. Vous en êtes au stade expérimental, il y a une première biocapsule, vous en êtes où? Alors en 2020, on avait fait un prototype à l'échelle 1/10 qui avait justement prouvé que la techno fonctionnait. C'est là où j'avais rejoint justement mon associé. Et là, on a installé, donc depuis cet été, on est sur le chantier, la toute première biocapsule chez notre premier partenaire. Donc c'est à Colmar, donc au sud de Strasbourg, à environ 40 minutes. Et donc c'est une exploitation maraîchère où notre partenaire avait donc un besoin de gagner en autonomie énergétique suite à l'agrandissement de son exploitation. Il s'agrandit en construisant une nouvelle boutique. Et en fait, il se demandait mais comment devenir ou gagner en autonomie énergétique sur cette boutique. Enfin, lui, il a vraiment une vision très long terme. Et en parallèle de ça, il disait, moi j'ai une certaine quantité de biodéchets qui sont en fait des invendus, des fruits, enfin des légumes abîmés. Et donc c'est là qu'il nous a trouvés, si je puis dire comme ça. Et on s'est rencontrés, on a échangé, c'est ça, exactement. Le fameux bouche à oreille alsacien. Quelques chiffres sur Arcal, donc date de création, vous nous avez dit, c'est 2020, la surface nécessaire 40 à 80 mètres carrés, 200 à 800 tonnes par an, c'est le volume de biodéchets qui peut être traité par une unité. Et puis la durée de valorisation de ces déchets, vous parlez d'une durée de 20 jours pour la valorisation. Il y a des bénéfices environnementaux, des bénéfices économiques pour une collectivité, pour une entreprise. Vous pouvez les détailler, ces bénéfices? Alors, les bénéfices environnementaux, déjà, au niveau de la collecte des biodéchets et de la valorisation des biodéchets, l'avantage d'être une petite structure, c'est qu'on peut s'implanter à l'échelle locale. Donc, en fait, la collectivité, au lieu de mettre en place tout un réseau de camions qui va venir collecter dans la ville pour envoyer en Alsace, c'est entre 40 et 200 km pour envoyer en unité de valorisation. En fait, là, on est dans l'échelle du kilomètre. Donc déjà, économie, gaz à effet de serre, transport, etc. Et au niveau économique, en fait, les acteurs qui ont besoin de valoriser leurs biodéchets, ils vont payer un service de collecte, un service de traitement, puis ils vont payer pour avoir de l'énergie qui ne vient pas de leur propre matière. Donc en fait, l'avantage, il est là, c'est sur des économies. C'est toutes ces dépenses qui ne sont pas faites, qui sont en fait des économies pour l'entreprise, puisque de toute manière, elles doivent valoriser leurs biodéchets, obligation réglementaire et bon sens écologique, et elles doivent s'approvisionner en énergie pour leur activité. Là, la première biocapsule qui vient d'être installée à Colmar, on ne peut pas vraiment trop, je crois, parler de clients parce que c'est plus une relation de partenariat, presque de test, de pilote. Mais si on devait imaginer une entreprise, une collectivité intéressée par la biocapsule, combien, grosso modo, en termes de budget, d'installation, ça coûterait? Est-ce que ça dépend d'éventuelles options de finalité? Alors déjà, pour donner une idée de temps, pour partir de on se rencontre à on installe une biocapsule chez vous, on a à peu près 9 mois. Ça consiste en une première préétude pour voir si le projet est viable, ensuite une étude d'implantation, puis la construction, l'installation sur site, la mise en service, et ensuite tout le suivi d'exploitation et la maintenance. Donc nous, on a tout, on garde tout en interne. On n'a rien sous-traité de cette partie-là pour garder
pour garder la main sur notre technologie. Et ensuite, au niveau financier, la préétude, elle est gratuite puisque c'est un travail assez rapide qui permet d'échanger sur les premières données du client. Puis l'étude d'implantation, là, c'est environ 25 000 €, puisque c'est quand même quelques mois de travail. Et enfin, l'installation, donc la biocapsule en elle-même, aujourd'hui, elle a un coût de vente de 350 000 €. Donc contrat d'investissement. Et ensuite, on a un contrat d'exploitation qui, lui, est à hauteur de 20 000 € par an. Donc là, 15 à 20 000 € par an. Ça va dépendre aussi des modules du fameux puzzle dont je vous parlais tout à l'heure. Avec là un suivi de l'installation, donc on peut dire en temps réel la production, optimiser aussi le fonctionnement avec le client et faire les réparations si nécessaire sur des pièces. Parce que vous évoluez finalement dans le domaine de l'énergie, et c'est vrai que l'énergie en France en ce moment, on en parle beaucoup, c'est l'objet d'énormément de polémiques avec retour de bâton contre les renouvelables, programmation pluriannuelle de l'énergie qui semble être... C'est l'Arlésienne. L'Arlésienne, voilà, au calendrier grec, on la reverra peut-être passer un jour. Ouais. Ça vous inspire quoi ? Est-ce que finalement vous avez une carte à jouer justement dans cet écosystème qui est un petit peu malmené ? Mais justement, c'est le cœur du projet. Quand on voit la volatilité des prix de l'énergie et l'insécurité, on ne sait pas d'une année à l'autre. Enfin, on voit en 2022 les prix pour tous les professionnels qui ont fait x3, x5. Forcément, on se pose des questions. Comment on fait à l'avenir pour se dire mon activité sera pérenne parce que mon énergie ne me coûtera pas ce que je ne pourrais pas payer, par exemple, pour mes salariés ou pour mon foncier. Donc, bien sûr, ça, c'était une des premières questions aussi. C'est pourquoi on fait ce projet ? C'est pour justement gagner en autonomie énergétique et se sécuriser à ce niveau-là. Et quelle est la meilleure solution de le faire si ce n'est en utilisant justement des déchets qui sont déjà sur place et qui sont de toute façon existants puisque biodéchets c'est nourriture et tout le monde doit manger. Alors on a créé cette rubrique dans la perspective des élections municipales. Elle durera peut-être après parce que c'est quand même passionnant de faire un gros plan à la fois sur une ville et sur une entreprise. Strasbourg, pourquoi vous avez choisi, même si vous êtes là à Colmar, mais cette métropole, cette eurométropole pour concevoir, pour assembler cette biocapsule. Alors il y a peut-être un attachement personnel, mais au-delà de ça, les atouts de la métropole, c'est quoi ? Déjà, c'est très joli. C'est le plus important. Je pense qu'il faut commencer par là. C'est vrai que la ville est très attractive. Et nous, l'impact que ça a, c'est que du coup, il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qui sont là déjà sur place. Strasbourg aussi, l'Alsace est quand même une terre mécano-industrielle bien implantée. Et donc ça, c'est vrai que ce soit au niveau de nos fournisseurs et au niveau des ingénieurs qu'on va pouvoir recruter, c'est quand même très précieux de pouvoir être à l'échelle... à l'échelle locale. L'Eurométropole de Strasbourg, aujourd'hui sous une mairie écologiste, met en place aussi les aides pour venir aider les entreprises, surtout dans l'innovation, l'économie solidaire et l'environnement. Et puis la proximité avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, c'est quand même non négligeable parce que ça permet aussi de nous ouvrir à des nouveaux marchés. Et l'Allemagne étant aussi terre de méthanisation et de valorisation des biodéchets, ils ont beaucoup apporté à l'Alsace. D'ailleurs, Colmar, ça fait déjà 10 ans qu'ils font le tri et la valorisation des biodéchets avant même que ça soit une obligation réglementaire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans la culture aussi sur place. Petite question, pardon Alexandre, mais est-ce que la région de Strasbourg, l'Alsace en général, elle est plus avancée en matière de méthanisation que d'autres régions françaises ou pas forcément ? Alors je dirais pas plus parce qu'en Bretagne c'est quand même bien implanté, surtout au niveau méthanisation agricole. Donc là c'est tout ce qui est résidus agricoles. Avec l'industrie laitière il y a beaucoup de matières à valoriser. Par contre au niveau de la méthanisation industrielle en Alsace, on a quand même pas mal d'installations. Alors tout ce qui est Alsace, Ardennes, là dans le nord, il y en a assez. Ouais. Et on parle justement des avancées un peu de Strasbourg. C'est vrai que l'actuelle municipalité avait dévoilé plusieurs plans assez ambitieux en matière de transition écologique, avec des ambitions, je crois que j'ai les chiffres, objectif 2030, donc 2030 c'est demain, moins 30% en termes de consommation énergétique, passer à 40% d'énergie renouvelable. Donc vous vous inscrivez finalement dans cet écosystème. Concrètement, dans la métropole, dans l'Eurométropole, comme on l'appelle, c'est quoi les partenaires de choix qui vous ont le plus soutenus, les plus précieux pour une entreprise comme Arkeal? L'Eurométropole de Strasbourg, donc l'EMS, déjà l'EMS en elle-même, avec le financement notamment de stages par un dispositif qui s'appelle SEV, qu'on a pu mobiliser plusieurs fois. Il y a d'autres aides comme Tango Escan. C'est l'arrivée de Force Vive dans l'entreprise. C'est ça, et au tout début de notre projet, c'était
plus que nécessaire de pouvoir avoir des nouvelles personnes pour grandir avant de pouvoir embaucher des CDI forcément. Au niveau du territoire CEMIA, notre incubateur aussi, qui a été une ressource très précieuse dans le développement de notre activité, et la BPI aussi sur Strasbourg, qui est très présente et qui a été un gros financeur. Et après, si on dézoome un peu, la région Grand Est, avec son aide au premier développement aussi, nous a beaucoup soutenus. Et si on prend encore plus large, la région Grand Est, mais par le biais des fonds européens, donc FEDER, a pu nous aider aussi sur le développement de Il nous reste 1 minute, Alexandre. On termine par quoi? Polytech, peut-être? Oui. Ouais, comme vous voulez. Ouais. On peut parler Polytech, effectivement, ça approche. C'est du 7 ou 10 octobre, je crois. C'est un grand salon dans lequel vous serez présent. C'est quoi les enjeux pour vous d'être sur ce type d'événement? Alors, notre premier enjeu, c'est de communiquer sur le projet et de pouvoir avoir des nouveaux partenaires potentiels, donc qu'ils soient des partenaires d'implantation de notre biocapsule, mais aussi des partenaires industriels, puisqu'on sait que c'est quand même le grand réseau du métier de l'environnement. Et puis pouvoir parler de nos futures actions aussi, notre futur développement. Parce que là, on va chercher à accélérer dans les prochains temps, avec notamment une nouvelle levée de fonds en 2026. Et donc, que ce soit la recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux investisseurs, c'est un plus pour nous d'avoir cette visibilité. Ouais. Merci beaucoup, Hélène Mastin. Merci, Alexandre. Mais de rien, Thomas. On se retrouve avec une autre ville. Vous avez choisi laquelle ou pas encore? J'adore ménager le suspense. On ménage un peu le suspense. Merci, à bientôt. Merci bon pour retour à Strasbourg. On passe tout de suite au grand entretien de notre émission. C'est la rubrique Prêt pour l'impact. Le grand entretien de ce Smart Impact, c'est la rubrique Prêt pour l'impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois Thomas de Richebourg. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de Richebourg Environnement. On va commencer par le groupe. Oui. Le groupe qui fait 3,6 milliards de chiffre d'affaires en 2024. Près de 5600, 5559, c'était très précis, collaborateurs au niveau mondial, présence géographique dans 13 pays. Avec cette particularité, c'est un groupe familial, un esprit de famille qui est au cœur de l'ADN du groupe. Est-ce que c'est encore possible avec près de 6000 salariés dans autant de pays différents? Oui, alors c'est encore possible. Alors juste pour refaire la genèse quand même du groupe, le groupe, il a été amorcé par mon grand-père dans les années 50. Mon grand-père était ce qu'on appelait un petit ferraillou, un chiffonnier. Donc, il avait sa première petite estafette. Il faisait du débarras de cave. Il était autodidacte. Et puis après, il y a eu mon père. Mon père, certificat d'études en poche, qui est l'équivalent du BEPC en troisième. Il a travaillé avec son père, donc mon grand-père, faire du débarras de cave. Et puis c'est mon père surtout. Mon grand-père, il a amorcé le groupe et mon père l'a considérablement développé parce qu'à l'époque, personne ne s'occupait des déchets, personne ne voulait en entendre parler. Tout ça est venu à peu près avec les COP, la COP 21, COP 22, où là, on s'est dit, il y a un sujet avec l'environnement et il y a un sujet sur les déchets. Donc tout a été finalement très vite, puisqu'on en a la 3e génération avec mon frère. On travaille tous les deux dans le groupe et effectivement, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est la collecte et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux. Et on a une grande partie aussi sur les D3E. Dans le groupe, les D3E, ce sont les déchets électriques et électroniques. Ce sont tous les ballons d'eau chaude, les réfrigérateurs, les machines à laver qu'on traite dans le groupe. Et une partie aussi, service aux collectivités. C'est tout le ramassage de la collecte d'ordures ménagères et la propreté urbaine. Et donc cet esprit de famille, là, c'est possible de l'insuffler à 6000 collaborateurs? Il est là parce qu'on est aussi très opérationnel. On est avec tout le monde au quotidien. Nous, on n'est pas à l'autre bout du monde sur une plage en train de se la adorer. On est là au quotidien et on anime toutes ces équipes. Alors, c'est vrai qu'on est dans un top management très écrasé, que ce soit avec mon père, mon frère et moi. Tout le monde nous connaît. Ou en tout cas, chaque collaborateur, à un moment donné, a croisé un de Richebourg, que ce soit mon frère ou moi. Mais vraiment, et puis j'aime aussi beaucoup ça parce qu'on a un groupe très opérationnel, on a un groupe de main-d'œuvre. Et vous savez, pour que tout ça fonctionne, faut être proche de ses équipes. Faut être... ce qu'on appelle, nous, c'est la pyramide à l'envers. C'est le bas vers le haut. Il y a beaucoup de monde en bas, et plus on remonte, moins il y a de monde. Mais tout le cœur du métier, ce sont nos collaborateurs, plus de 46 nationalités, il faut le dire aussi. On est dans des métiers de main-d'œuvre et de service, donc on a une population... internationale. Internationale, exactement. Et est-ce que c'était obligé de devenir l'un des patrons du groupe de Richebourg quand on s'appelle Thomas de Richebourg? Non. Ou est-ce que vous aviez un autre destin en tête? Alors au début, moi j'avais fait autre chose. J'avais commencé par faire du théâtre. Donc je me suis inscrit au cours Florent quand je suis sorti de mon cursus scolaire.
parce que j'avais pas envie de travailler tout de suite avec mon grand-père et mon père, parce que je les voyais tous les deux là au bout du chemin, et je me suis dit si je rentre maintenant à 18 ans, ça va être très compliqué pour moi. J'ai pas d'expérience, je suis tout jeune, et j'avais peur de me faire broyer, et j'avais peur surtout de me fâcher avec ma famille, et je voulais pas me fâcher avec ma famille. Donc j'ai pris un autre chemin, et puis à un moment donné, c'était certainement en moi, et j'ai décidé uniquement moi-même. Il n'y a pas eu de pression, et on m'a rien dit, on m'a pas obligé. Et j'avais ça finalement en moi, mais j'étais pas prêt. J'avais besoin de me construire, de me connaître et de faire des choses par moi-même. Et donc, je suis entré dans le groupe. Maintenant, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Moi, j'ai 48 ans. Donc, à 28-30 ans, c'est là où je suis rentré dans le groupe. dit, c'est bon, c'est le bon moment. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Et donc, vous êtes aujourd'hui le président de Richebourg Environnement qui pèse 1 milliard 240 millions d'euros en 2024. Oui. C'est un secteur qui est en croissance. Comment vous vous situez en tendance? C'est un secteur qui est en croissance. D'abord, nous, on est le leader français. Voilà, on est un acteur important aussi en Europe. On fait 5 millions de tonnes qu'on recycle chaque année. Donc, ce qui est l'équivalent à peu près, quand on fait une tonne, une voiture de 5 millions de voitures. C'est pas ce qu'on recycle. Chaque année, nous, on recycle à peu près 500 000 véhicules. Donc ce qu'on appelle des véhicules hors d'usage, avec des taux de traitement et de valorisation qui sont à plus de 96%. Donc ça, c'est toute la partie secteur automobile. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, toute cette partie aussi des D3E, là. Les frigos, les congélateurs, les ballons d'eau chaude, où on recycle chaque année 4,5 millions de machines à laver. C'est énorme. On en est dans des chiffres vertigineux, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même dans un mode de consommation, où dès l'instant où on va dans les grandes enseignes, on va voir ce qui se fait, et puis tout ça évolue, tout ça plaît, les nouveaux frigos, tout est connecté, on a tous envie de consommer. Il y a une logique de mine urbaine, on emploie surtout souvent cette expression, vous êtes finalement au cœur de cette économie-là. Exactement. Puisque nous, on intervient sur tous ces sujets, que ce soit dans la collecte d'ordures ménagères, dans la gestion après de tout ce gros électroménager. Donc nous, on est au cœur de tout ça. Et on voit la tendance, elle évolue, mais elle change aussi parce que la population a pris conscience quand même qu'il fallait mieux trier, mieux valoriser les déchets. On fait plus attention chez soi, on trie mieux quand même, on le remarque, puisque nous, on fait quand même plus d'1 million de tonnes chaque année d'ordures ménagères, et on voit quand même entre la poubelle jaune, la poubelle verte, tout ça est quand même mieux trié. Et dans les pays en voie de développement, il y a un marché aussi, ou alors c'est encore trop embryonnaire? Alors, il y a un marché, ça c'est sûr. Alors, nous, on est dans 13 pays, essentiellement en Europe. Il y a des marchés émergents qui sont là. Après, ils ne sont pas du tout structurés de la même manière. Il faut dire que la France, on est quand même très fort, vraiment, en termes de recyclage, et par rapport à tout le monde entier, et même dans d'autres pays où nous sommes, je le compare aussi aux États-Unis, on est vraiment très très en avance. Et on a des ingénieurs de pointe, des technologies de pointe. Alors on essaie de dupliquer ces modèles un peu partout, parce qu'on a une marque qui s'appelle de Richebourg, et si on est en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne, on doit avoir des standards. Donc on fonctionne à peu près de la même manière, mais en Europe. Alors on va découvrir, on va prendre un exemple, l'un des nouveaux sites que vous venez d'inaugurer, c'était mi-septembre à Bonneuil. Mais d'abord, je voudrais quand même vous poser la question de cette rubrique. Prêt pour l'impact, ça veut dire quoi pour vous le mot impact? L'impact, c'est ce qu'on va faire demain et comment on va pouvoir travailler et recycler pour ne pas polluer et surtout faire du bien à l'environnement. Pour nous, l'impact, c'est ça, c'est d'arriver à tout ce qui rentre sur nos sites, d'avoir 100% de valorisation. De les valoriser, à 100%. De transformer le déchet en valeur. C'est ça. Et tout ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on s'y emploie avec tout notre service R&D, avec tous nos collaborateurs, que tous les entrants, toute la matière qui entre sur nos centres de recyclage, elle trouve un débouché et qu'on arrive à des taux de valorisation et de traitement de l'ordre de 100%. C'est-à-dire qu'un déchet... Ça. Oui, c'est possible. Oui, et puis nous, on fonctionne beaucoup en boucle. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple, l'aluminium qu'on récupère sur les voitures hors d'usage, on le récupère, on a nos propres fonderies d'aluminium, on refait des lingots d'aluminium et ils repartent dans le secteur automobile. Parce que ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que les constructeurs automobiles doivent mettre des matières recyclées dans leurs véhicules.
Donc nous, ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Sûr. C'est le déchet et on fait une matière première secondaire qui repart dans l'économie. Donc ça, c'est un fort impact. Ouais. Avec donc ce site. Alors là, on va parler de recyclage de produits ferreux, c'est ça, Oui. l'usine de À Bonneuil. le site de Bonneuil. Oui. Vous pouvez nous le présenter, ce site? Est-ce que, parce que quand on crée un nouveau site, Oui. j'imagine qu'on essaie de cocher un certain nombre de cases en matière d'efficacité, en matière Exactement. d'efficacité environnementale, de bilan carbone, de consommation d'énergie, etc. etc. Alors déjà, c'est une vitrine technologique, c'est un vrai bijou technologique. Donc ce site de Bonneuil, il est dédié au D3E, donc c'est tout ce qui est frigo et ballon d'eau chaude. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les ballons d'eau chaude, tout comme les frigos, vous avez des gaz fluorés qui sont très polluants. Et c'est ces choses-là, nous, qu'on va récupérer avant tout. C'est pour ça qu'on broie tout ça sous atmosphère confinée, c'est-à-dire c'est des boîtes où on broie tout, on récupère les gaz fluorés, donc le fréon pour les frigos, et on les met dans des bonbonnes, et après, ça c'est traité. Et là, il y a une réglementation maintenant qui évolue sur les ballons d'eau chaude, parce que sur les ballons d'eau chaude, vous avez aussi ces gaz fluorés. Vous avez la carcasse métallique, et à l'intérieur, vous avez une mousse. C'est ce qui fait isotherme pour garder la chaleur de votre ballon d'eau chaude. Et dans cette mousse-là, il y a énormément de gaz fluorés que nous on récupère. Et donc c'est une autre technique pour le récupérer. D'un côté, c'est deux choses très liquide, de l'autre c'est une mousse. C'est exactement. Ça donc c'est deux technologies différentes. C'est pour ça avoir. Donc ça veut dire que vous ne mélangez pas les frigos et les ballons d'eau chaude. Il y a une chaîne de recyclage qui est dédiée pour les réfrigérateurs et congélateurs et une chaîne qui est dédiée uniquement pour les ballons d'eau chaude. Donc ça, c'est la réglementation aussi qui évolue. Avant, il n'y avait pas d'obligation de traiter ces ballons d'eau chaude. Maintenant, il y a une réglementation qui l'impose. Donc c'est ce qu'on a fait. On est l'un des premiers à le faire. Donc on est au début du traitement de cette filiale-là, de cette filière, et on va le dupliquer après partout en France. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est le fréon ou c'est le métal? Non, c'est le métal. Oui, clairement. Oui. Ben oui. Sans Vous hésiter, savez que quoi. nous, le schéma économique de notre business plan, c'est on a des fournisseurs auxquels on achète la matière. Vous, si vous avez une vieille voiture, que vous nous l'apportez sur un de nos sites, on va vous la racheter au poids de la ferraille. Et après, on transforme, on prépare et on a des clients. Les clients, ce sont les sidérurgistes. C'est eux, après, qui font tout le métier aussi du BTP. Donc, nous, c'est ça, notre modèle à nous. On est plutôt dans une période où, même si on essaie de réindustrialiser la France, on a plutôt des usines qui ferment. Vous ouvrez un site. Ça veut dire que le secteur se porte particulièrement bien? Alors nous, on est aussi sur des métiers de niche. C'est-à-dire qu'on va là où les autres ne vont pas forcément et où il y a une vraie valeur ajoutée, où on va pouvoir créer de l'emploi, parce que ce qui est important également, c'est la création d'emplois. Comme vous le disiez, Thomas, c'est des emplois qui sont non délocalisables partout en France. Et puis, c'est des emplois après qu'on veut aussi garder dans le groupe, parce qu'ils ont la compétence, ils savent travailler, ils savent ce qu'on fait. Donc, on les fait évoluer. On parlera peut-être un peu de toute la RSE et ce qu'on fait aussi avec nos collaborateurs. On les fait évoluer. Il y a des plans de carrière parce qu'on veut aussi garder très longtemps. C'est pour ça qu'on a peu de turnover dans le groupe. Et donc, on reste sur l'activité de recyclage de l'acier et des métaux, parce que il y a Bonneuil, je crois que vous venez d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros aussi dans le secteur à Lyon. À Lyon, on a un centre de recyclage qu'on a complètement refait pour 45 millions d'euros. Là, on a un projet d'affinerie de plomb à Rocancourt, donc à côté de Caen, et on va dupliquer aussi ces usines-là partout en France. Donc, c'est vrai. Et donc, je repose la question, c'est le secteur qui est en plein boom, c'est aussi de Richebourg qui réussit, évidemment, mais nous, les deux en même temps. Les deux en même temps, et nous, on a fait ce choix d'aller vers ces métiers-là, parce que il y a de la valeur ajoutée. C'est vrai qu'aussi, il faut toujours réfléchir à ce que ça va nous apporter. On fait un investissement important. On investit à peu près chaque année 200 millions d'euros dans tous nos outils de production. Donc, c'est quand même énorme. Et vous parliez de réglementation là, sur les gaz tout à l'heure, mais est-ce que c'est aussi la réglementation française ou européenne qui vous pousse à investir parce que le secteur est en train de se structurer? Alors après, c'est une obligation, donc notamment en France. Après, ça part aussi beaucoup de l'Europe, mais tous les pays européens ne fonctionnent pas tous de la même manière. C'est vrai qu'en France, on est les champions du monde de la réglementation, des contrôles, de l'administration. Donc tout ça, c'est très très lourd. Mais c'est vrai que pour être dans d'autres pays où nous sommes,
c'est un peu moins strict, un peu moins ferme. Mais ce n'est pas pour autant qu'on fait mal les choses. Ouais. Alors, on a évoqué rapidement le secteur automobile, mais je voudrais qu'on y consacre un peu plus de temps dans ce grand entretien. Vous avez notamment signé un partenariat avec Volkswagen l'an dernier, 2024, pour intégrer au sein de votre réseau des centres de récupération des véhicules hors d'usage. C'est ce qu'on appelle des centres VHU, véhicules hors d'usage, où on accueille donc le véhicule, on fait un certificat de destruction et on commence la chaîne de dépollution et de traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule, quand il arrive sur un de nos sites, donc un de nos centres agréés VHU, on le dépollue à plus de 96%. C'est-à-dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a 96% du véhicule qui va être recyclé. Ok. Donc c'est énorme. On est dans des taux de traitement et l'objectif que je vous disais tout à l'heure pour nous, c'est d'atteindre le 100%. Même sur une voiture. Même sur une voiture. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait de la voiture? On récupère les pneumatiques. Les pneumatiques deviennent des aires de jeu pour enfants. Quand vous allez dans les aires de jeu, vous voyez le côté un peu molletonné, ça c'est du pneumatique. Le verre devient du verre. Le pare-choc devient des bacs poubelles. Donc chaque matière du véhicule a une filière de traitement. Et les 4% qui restent, c'est ce qu'on appelle la matière inerte. C'est votre fauteuil, la mousse de votre fauteuil que vous changez jamais. Ça, pour l'instant, on ne sait pas la C'est-à-dire que c'est très chimique. Ça accompagne toute la durée de vie du véhicule et le plafonnier aussi. Votre plafonnier, vous le lavez de temps en temps, Thomas, votre plafonnier? Bah non, donc jamais personne ne le lave. Et ce sont ces deux éléments, après, qui finissent soit en incinération pour produire ou de la chaleur ou de l'électricité. Mais les plastiques, on discutait il y a peu de temps avec... alors, c'est plus Plastic Omnium, mais bon, j'ai encore le nom de l'entreprise, l'ancien nom de l'entreprise en tête, avec le DG de Plastic Omnium, qui disait qu'en fait, le plastique, c'est quand même un moyen de faire baisser le poids des voitures et donc d'améliorer leur bilan, notamment pour les voitures électriques. Sauf que le plastique des voitures, il est 100% recyclable parce que souvent, ou alors il faut changer la conception de ces plastiques. Et là, vous discutez avec vos partenaires de l'industrie auto pour qu'ils soient plus recyclables qu'avant. Alors maintenant, c'est vrai que tout le secteur automobile pense recyclage avant production. C'est-à-dire comment on va pouvoir mettre ces nouveaux modèles sur le marché et comment, à la fin de vie, on va les recycler. Donc c'est vrai que maintenant, sur les nouveaux véhicules que vous achetez et qu'on achète tous, ils sont pratiquement, chaque matière auront des filières de traitement et surtout, c'est fait aussi avec des matières recyclées, de plus en plus. Et donc, là aussi, il y a une obligation légale pour les constructeurs auto. Oui. Parce qu'il faut qu'on arrive maintenant à tout ce qu'on produit, à pouvoir le recycler quand ça arrive en fin de vie. Donc on a un énorme projet aussi qu'on a fait, c'est sur la batterie électrique. Donc la batterie électrique, c'est tout nouveau, on est au balbutiement de cette filière de traitement. Donc on s'est associé, on a fait une société commune avec LG. LG qui est l'un des plus grands fabricants au monde de batteries électriques. Donc on a fait 50-50 et donc on va ensemble monter une usine en région parisienne où chacun va mettre à peu près 40 millions d'euros dans cette usine. Mais ça, on le fait pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Parce que pour le moment, il n'y a pas de standardisation de la voiture électrique. On entend tous les jours. Une voiture, elle fait 500 km, demain, elle fera 800, après-demain, 1000, après 1500. La voiture thermique, elle est faite et on sait comment la construire et la déconstruire et la valoriser. La voiture électrique, pour le moment, on ne sait pas. Alors, ce qu'on va faire avec LG, on va prendre toute cette black mass, apprendre. Vous savez, une black mass, c'est que du cobalt, c'est que des composants ultra chimiques que nous, on ne maîtrise pas, on ne sait pas faire. C'est pour ça qu'on s'est associé avec eux et pour réfléchir à comment on va pouvoir standardiser une unité de valorisation et de traitement en région parisienne. Donc ça veut dire que c'est encore expérimental. Expérimental. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de standardisation. Et à un moment donné... Donc c'est un pari que vous faites ou vous dites de toute façon, il va y avoir tellement de batteries électriques sur le marché que ce sera forcément porteur. Nous, il faut qu'on soit dedans. Nous, on est l'un des leaders sur le traitement des véhicules hors d'usage thermique. Il faut que demain, on soit l'un des leaders aussi sur le traitement de la batterie électrique. Donc ça, c'est un enjeu. Mais ça reste à inventer, c'est ce que je comprends. C'est ça. Ça reste en tout cas à construire et on va évoluer en même temps que tout ça évolue aussi. Je voudrais qu'on parle des biodéchets parce que c'est aussi... Alors là, on l'a tous, nous, vécu, on est en train de l'expérimenter dans nos villes. Il y a de nouvelles obligations pour les municipalités et donc pour les citoyens de trier les biodéchets. Ça a été un défi à relever. C'est encore un défi que vous relevez. Alors déjà,
Déjà, c'est un défi de mettre en place toute cette organisation et cette filière de traitement. Après, c'est un défi aussi pour la population. Parce que déjà, on vous dit que l'emballage, c'est dans une poubelle, l'ordure ménagère, c'est dans une autre poubelle, et maintenant, il va falloir que vous trouviez une autre petite poubelle chez vous où vous allez mettre tout le bio-organique, ce qui n'est pas simple. Non. Et après, il va falloir aussi que vous le mettiez dans un bac adapté, spécifique pour ça. Et sur l'habitat parisien ou sur les centres urbains qui sont très denses, et ben dans toutes les cages où il y a les poubelles, la place pour une il n'y a poubelle pas forcément la place. Donc sur Paris, il y a eu un système qui était très bien fait, c'est ce qu'on appelle les Trilib. Les Trilib, ce sont ces bornes, ces modules qu'on met dans la rue. Et là où on peut mettre et le verre et l'emballage. Et maintenant, il y a un nouveau petit bac pour le compostage. Donc on sort de chez soi avec son petit sac pour aller le mettre dans ce bac-là. Mais on est encore dans des volumes qui sont petits parce que tout le monde ne le fait pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce que c'est aussi très contraignant. Mais tout ça, ça va rentrer aussi dans les mœurs. Les gens vont le faire parce que c'est une obligation. Par contre, pour la restauration collective, pour les professionnels, c'est obligé d'avoir un traitement de ces biodéchets. Là, je vous parle uniquement de la population. Oui. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment on les valorise? On les met dans des méthaniseurs, et tout ça fait du gaz, de l'énergie. Donc là, on est pareil dans une boucle, puisque ça fermente, et en fermentant, ça dégage du gaz, et ça sert après pour alimenter de l'électricité. Alors, vous fournissez des méthaniseurs ou ça fait aussi partie de votre activité? Non. Ça, c'est la seule chose qu'on ne fait pas. Nous, on fait du transport de matière. C'est-à-dire que la collecte d'ordures ménagères, on collecte les bacs et on les emmène d'un point A, qui est votre habitation, jusqu'au centre de traitement. Vous pourriez devenir producteur d'énergie. On pourrait, mais après, vous savez, il faut faire ce qu'on sait faire et ce qu'on maîtrise. C'est toujours très exotique de vouloir faire quelque chose qu'on ne fait pas. Ça donne toujours envie de faire quelque chose qu'on ne fait pas. Mais finalement, gardons notre compétence et notre savoir-faire et n'allons pas sur des terrains où d'autres le font parfaitement bien et nous, finalement, on aura très peu de valeur ajoutée à le faire puisqu'on ne le maîtrisera pas bien. Ce que j'entends là, depuis une vingtaine de minutes qu'on discute, c'est que c'est la part de l'innovation, de la R&D, de la recherche et développement dans votre activité. On pourrait se dire, il s'agit de recycler des déchets métaux ou organiques, c'est pas si compliqué. Nous, non, ça innove en permanence? Nous, c'est des outils industriels. Donc, on travaille beaucoup avec nos fournisseurs. On réfléchit, comme je disais au début de l'interview, à avoir des taux de traitement et de valorisation qui soient proches de 100%. Pour arriver à ces 100%, je peux vous dire qu'il faut beaucoup transpirer. Il faut réfléchir. C'est les 3-4 derniers pourcents qui sont les plus durs à récupérer. C'est comme dans un régime. Un régime, les premiers kilos, ils sont très faciles à perdre. Et les 3 derniers ou 4 derniers, c'est ceux qui vous feront craquer et vous reprenez tout le poids que vous avez perdu. Donc, on en est là. Mais par contre, nous, c'est notre objectif et on va le faire. Ah oui, ça c'est certain. Donc on investit beaucoup dans cette R&D, dans tout cet outil industriel qu'on modernise chaque année. Et puis on s'aide aussi beaucoup de nos collaborateurs qui ont des vraies visions aussi, de nos fournisseurs, de notre R&D. C'est vraiment un pool qui est très organisé dans le groupe. Alors parlons un peu justement de ce qu'on appelle la marque employeur et de la qualité au travail. C'est ce S de RSE qui est évidemment très important. Quand on est un groupe de 5500, 6000 collaborateurs dans autant de pays différents, vous appliquez le même cursus, la même ambition partout, ou alors, finalement on s'adapte aux cultures, aux législations, etc. Alors déjà, comme vous dites, c'est vrai, il y a une culture différente dans chaque pays. On n'est pas pareil au Mexique, qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Espagne, qu'en Italie. Chacun déjà a un mode de fonctionnement et une culture. Par contre, après, il y a la culture de l'entreprise. C'est un groupe familial. Et je pense vraiment que pour tous nos collaborateurs, de savoir que c'est une famille qui est à la tête de ce groupe et qui travaille et qui est œuvrant et qui est là, déjà, ça rassure. Ce qui rassure aussi beaucoup, c'est de savoir que toute l'année, on a des projets. Toute l'année, on fait des acquisitions. Toute l'année, on développe. Et aussi, l'autre point qui est très important, c'est qu'on rentre dans le groupe en bas de l'échelle et on peut se retrouver président de filiale. Tous nos présidents... Il y a des exemples. Tous nos présidents de filiale. Ils sont rentrés... Ils sont rentrés, ils n'étaient pas au poste qui sont là. Ils ont fait leur vie dans le groupe, mais ils sont devenus présidents. Donc vous voyez, quand vous avez des exemples très forts comme ça, ou dans votre filiale, vous avez votre propre président qui est issu de la base et d'en bas et qui devient président. C'est votre histoire familiale qui vous pousse aussi à développer ça. Et puis vous savez, moi j'ai envie de les garder tous. Déjà, j'y suis particulièrement attaché.
il faut tourner le groupe, parce que là, je discute avec vous, Thomas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 13 pays où nous sommes, ça travaille, ils portent tous le chasuble de Richebourg, et tous, ils travaillent. Donc moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est cette pyramide à l'envers. Je suis très respectueux de tous nos collaborateurs. Franchement, ils font un boulot remarquable, et c'est l'ADN du groupe. L'ADN, elle est là. Et je veux les faire évoluer. Dès l'instant où on a un peu d'ambition, qu'on est motivé et qu'on veut grandir, chez nous, dans le groupe de Richebourg, c'est possible. C'est facile à prononcer dans toutes les langues de Richebourg? Ouais, après, oui, on dit ça en France, oui, mais c'est vrai que vous allez en Espagne. Mais on retrouve toujours le nom. En Allemagne aussi, c'est avec l'accent, mais c'est oui, on retrouve toujours le nom de Richebourg. Parce que vous gardez le nom, de toute façon, partout, quel que soit le pays. Ouais. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2 minutes sur cette... parce que finalement, on a employé le mot économie circulaire que quasiment une fois dans notre interview, alors que c'est vraiment le cœur de votre activité. Et moi, je le vois ici, elle se développe quand même de plus en plus et elle rentre dans la grille d'analyse et dans la stratégie de plus en plus de secteurs d'activité. Vous le ressentez, ça? C'est-à-dire des secteurs ou des entreprises qui n'étaient peut-être pas forcément concernées par cette logique d'économie circulaire et qui s'y mettent? Oui, totalement. Et aussi les collaborateurs. Maintenant, les collaborateurs, ils deviennent très green, très verts, très engagés. Tous. Et quand on fait des recrutements, puisque ça nous arrive quand même de prendre des gens de l'extérieur, ils nous demandent quels sont les plans de progression, qu'est-ce que vous avez comme projet. Donc déjà, les collaborateurs, ils sont très, très, très investis dans tout ce développement-là. Et puis après, l'économie de tout ça, on le voit partout. Il y a des boucles. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire des boucles sur tous les sujets. Donc il y a les déchets du BTP, il y a maintenant les vêtements de travail, les vêtements qu'on récupère. Ça, c'est pas notre métier, mais c'est des filiales. Maintenant, on crée des REP, des responsabilités élargies aux producteurs. Voilà, où maintenant on met sur le marché et comment on va le traiter et quelle est la filiale pour former à chaque fois des boucles. Nous, on a 2 grosses boucles, c'est l'aluminium et le plomb. Et puis demain, on aura, j'espère, la batterie électrique. Donc on aura les 3 grandes boucles du groupe. Après, ce qui est important dans notre impact, c'est le transport fluvial. Et pareil, c'est aussi comme on a 5 millions de tonnes chaque année, c'est d'arriver à aller chez nos clients sans le moins plus possible sur la route, possible, le moins possible sur la route. Et donc, on fait 40% de toutes les tonnes qu'on produit qui sont par voie fluviale et par voie rail. Et on travaille avec tous nos transporteurs. On leur demande aussi d'avoir des plans d'action pour être green, pour être éco-responsable, pour qu'on ait un bilan carbone qui soit positif et favorable. Merci beaucoup, Thomas de Richebourg, et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci encore d'être venu sur ce plateau. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Juliette Lachenal, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Pepsi, que vous l'avez créé en 2019 avec votre mari Timothée Lachenal. Avec quelle idée? C'était quoi le point de départ? Alors le point de départ, c'était que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en Angleterre et je recevais des patients dans mon cabinet. Et très souvent, il y a la problématique du travail qui revenait. Et que les personnes venaient avec tout un bagage, notamment parce que c'était compliqué au travail. Et donc, il m'a semblé bon de passer de l'autre côté de la barrière pour faire plus de prévention dans les entreprises au départ. Je suis psychologue, effectivement, merci. D'accord. Merci de préciser. Oui, effectivement. Avec l'idée de tester, je crois, le procédé pendant plusieurs années auprès de 35 000 volontaires un peu partout en France. Pourquoi vous êtes passé par cette étape? Parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était quelque chose qui était assez innovant, puisque c'était parler de questions de santé mentale, mais en vidéo. C'est-à-dire qu'habituellement, on va dans un cabinet avec un psychologue, on échange et il y a quelque chose qui se met en mouvement. Et là, l'idée, c'était de se dire, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent passer par vidéo et que ça peut avoir un impact. Et donc, en fait, on a créé des programmes vidéo sur beaucoup de thématiques, comme l'épuisement professionnel ou parental, comme pour gagner en sérénité, avec des experts de haut niveau, et on les a testés sur 35 000 personnes. Et alors, aujourd'hui, vous proposez quoi? Quel type de service? Alors, aujourd'hui, on accompagne les entreprises à améliorer leur performance sociale. Ça veut dire quoi? En général, c'est ce qu'on me demande. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va les aider à réduire leur taux de turnover, leur taux d'absentéisme, pour avoir des équipes plus performantes et plus heureuses au travail.
avec une prise de conscience. Il y a différents éléments. On a vu passer ça cette semaine. À partir du 20 novembre, les entreprises qui le souhaitent pourront signer une charte destinée à améliorer la santé mentale de leurs salariés. Et puis, on est dans une année de grande cause nationale de la santé mentale. Vous en sentez les effets de cette année grande cause nationale? Alors oui, effectivement, parce qu'il y a des entreprises qui étaient un peu fébriles d'aller sur cette question-là, en se demandant comment y aller. Il y avait encore un tabou qui disait, oh là, exactement. Mieux vaut ne pas en parler, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc là, ça les encourage en disant, en fait, l'État en parle aussi, allons-y nous aussi. C'est-à-dire pour vous, c'est plus facile quand vous démarchez des clients potentiels en ce moment parce qu'il y a la grande cause nationale? Alors, je dirais que c'est surtout... En fait, c'est les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est des entreprises qui ont conscience, en fait, qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien dans leur entreprise, qu'il y a des collaborateurs qui vont moins bien, des managers qui vont moins bien, des dirigeants qui vont moins bien, qui veulent faire quelque chose. Et donc, je dirais que cette cause nationale va plutôt les encourager. Voilà, donc oui, on voit effectivement que ça les encourage. Avec ces chiffres, 13 millions de personnes qui présentent un trouble psychique chaque année en France, 53% des Français qui indiquent avoir connu un épisode de souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. Est-ce que vous faites le lien, est-ce que vous le ressentez dans votre activité entre crise économique ou difficulté économique et santé mentale au travail? Alors effectivement, on le voit de plusieurs manières. Dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, quand l'entreprise va moins bien économiquement, ça va créer forcément du stress. C'est un facteur de risque pour les collaborateurs. Donc ça va créer du stress et ça va amener plus de stress. Donc on le voit de cette manière-là, avec une incertitude, avec des entreprises qui vont être en PSE, voilà, qui vont être en redressement. Et donc il y a vraiment cette inquiétude qui va naître là où parfois il y a des métiers où voilà, ils pensaient que leur métier serait là pour toujours et que leur poste serait là pour toujours. Donc ça, il y a cette vraie inquiétude. Et nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui étaient en forte croissance, avant qu'il y ait des difficultés économiques, qui étaient en forte croissance, qui étaient portées par la croissance. Et donc oui, il y avait des problématiques au niveau des collaborateurs, de certains managers, mais finalement, c'était presque gommé par cette croissance. On pouvait recruter facilement, il y avait les chiffres d'affaires continuaient. Là où aujourd'hui, en fait, comme cette croissance, elle ralentit, voire elle s'arrête complètement parfois, les problématiques humaines vont ressortir davantage. Il y a eu évidemment un effet crise Covid dans cette prise de conscience. Dans d'autres, je pense au télétravail, on est plutôt en train de revenir en arrière au modèle précédent. Ce n'est pas le cas pour votre activité et pour la prise de conscience des enjeux de santé mentale, d'après vous? Il n'y aura pas de retour en arrière? Non, parce qu'en fait, la prise de conscience, je dirais, c'est un petit peu comme les EPI. La première fois qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on mette des casques de protection dans les entreprises, il faut qu'on mette des chaussures, tout le monde a pris les premiers entrepreneurs qui ont travaillé là-dedans pour des fous, en se disant, non, ça, on va y passer, et c'est pas pour les vrais ouvriers n'en ont pas besoin. C'est pareil pour la santé mentale, c'est-à-dire que cette prise de conscience, il n'y aura pas de retour en arrière. Là où il peut y avoir des retours en arrière, c'est sur en fait comment on va améliorer la santé mentale. Il y a des choses qui vont sans doute sembler gadgets, on va se dire ça n'a pas d'impact, donc on ne le fait pas, et d'autres choses qui vont avoir plus d'impact. Et on va mettre le paquet sur ce qui fonctionne. Merci beaucoup Juliette Lachenal, bon vent à Pep Psy. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain.